lutte contre le VIH-Sida, toutes les structures ont envahi le palais du peuple pour impliquer les parlements dans ces combats utiles. Le thème 2013 étant évocateur, plus d'engagement, plus de responsabilité pour un Congo sans sida. Les riverains de l'avenue Bikali Anjili implorent l'autorité pour faire réhabiliter cette artère restée impraticable 2 ans déjà. Antenne A, le journal Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, l'humanité a célébré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et nous avons à propos un invité dans ce journal, le docteur Bernard Bossiki, avec qui nous allons aborder la question. Monsieur le docteur est secrétaire exécutif adjoint au PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. Bonsoir, docteur Bossiki. Bonsoir. Alors, d'abord, l'information de demain, c'est à partir de demain, mardi, donc 3 décembre 2013, que les drones, ces avions sans pilote, vont commencer à survoler les frontières de l'Est de la République démocratique du Congo dans le but de surveiller les mouvements de toutes les forces négatives dans la partie orientale du Congo, Kinshasa. Le président Joseph Kabila poursuit sa tournée à l'Est du pays. Hier dimanche, le chef de l'État a présidé lui-même le Conseil extraordinaire de ministres à Goma, chef-lieu de la province du Nord, nous vous proposons ici de suivre les comptes rendus de cette réunion avec Madame la ministre de la Justice, Wivine Mumba. Suivez. Une réunion extraordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce dimanche 1er décembre 2013 à Goma, province du Nord Kivu, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. 3 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir examen et adoption des dossiers, examen et adoption des textes, présentation de l'opération Pomme-Orange. Examen et adoption des dossiers. Paix et sécurité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo affectées par la guerre. Il ressort de l'exposé du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, que l'état général de la situation sécuritaire du pays est relativement calme. Sur le plan opérationnel, on note la poursuite de la consolidation des positions dans les zones reconquises par les FARDC, jadis occupées par le M23, et le rétablissement progressif de l'autorité de l'État, accompagné par un déploiement des unités des FARDC. Plusieurs redditions d'éléments de groupes armés ont été enregistrées depuis l'accentuation de la pression militaire sur le M23 et sa défaite. À ce jour, les effectifs des rendus sont estimés à plus de 4000 personnes. Il est également fait état d'une désertion de près de 400 personnes parmi les 1700 éléments du M23 que l'Ouganda a déclaré avoir reçus sur son territoire. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a quant à lui présenté au Conseil les points saillants sur la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est de la RDC affectées naguère par la guerre. Plus d'engagement et plus de responsabilité pour un Congo sans sida, c'est le thème retenu en RDC pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Plusieurs structures dont le PNMLS ont envahi aujourd'hui le Palais du Peuple, le siège du Parlement national, pour déposer un mémo et sensibiliser les parlementaires quant à ce. Sylvie Fortuné-Mboula et Blaise Lunda. Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida a mobilisé lundi 2 décembre les parlementaires, députés nationaux et sénateurs pour réfléchir autour de la lutte contre cette pandémie. Plus d'engagement, plus de responsabilité pour un Congo sans sida, les Sénats ont été présentés pour solliciter l'implication du Parlement, autorité budgétaire, en vue de lutter efficacement contre le VIH-Sida. L'Assemblée nationale en tant que représentation du peuple, c'est la voie la mieux indiquée pour les lobbying, pour la sensibilisation des populations et en même temps pour la prise en compte des éléments qui nécessitent
d'être intégrés dans les cadres de la législation. C'était donc très important que l'Assemblée nationale soit impliquée en tant que porte-parole et en même temps en tant que responsable budgétaire pour que cet aspect de lutte contre le VIH, au moment de l'examen du budget, éventuellement on puisse voir quelle est la possibilité de renforcer celui-ci. Le PNMLS, le professionnel de santé ainsi que le scientifique s'accordent à affirmer que le sida n'est pas loin d'être vaincu. Oui, je crois aujourd'hui, effectivement, on parle de la fin de l'épidémie sida, dans ce sens qu'on sait actuellement ce qu'il faut faire pour arrêter la propagation du sida. Mais cela nécessite la mise en route des financements, il faut mobiliser les ressources pour pouvoir accéder à toute la technologie. Mais sinon, aujourd'hui, il faut considérer que la fin de sida est déjà inscrite sur papier. Les activistes venus de partout insistent sur les volets sensibilisation, éducation pour prévenir encore et toujours les membres de la communauté. Il y a pas mal de domaines vraiment qui doivent entrer en ligne de compte pour lutter. Donc que ça ne reste pas seulement au niveau du ministère de la Santé ou que ce ne soit pas seulement les personnes qui sont du domaine de la santé qui agissent ou qui fassent quelque chose. Il faut vraiment que tout le monde se réunisse vraiment pour lutter contre ce fléau. Le VIH-Sida reste à ce jour une maladie mortelle. Pour ne pas le contracter, l'homme doit être responsable dans son comportement. La bonne fidélité, l'abstinence et le port correct du préservatif restent les 3 modes de lutte efficacement contre le VIH-Sida. Monsieur le docteur Bossiki, là je vous prends, mais bon, on parle quand même du thème, plus de responsabilité, plus d'engagement pour un Congo sans sida. Pourquoi ce thème ? C'est peut-être parce que vous avez remarqué que nous ne sommes pas suffisamment responsables et peu engagés pour lutter contre ça. Il y a eu plusieurs engagements que les pays ont pris par rapport au financement de la lutte contre le sida, que ce soit à Abuja ou ailleurs, mais que malheureusement, sur le plan de concrétisation, les choses ne sont pas encore claires, ne sont pas encore vraiment réalisées. Donc il faut que les autorités puissent s'y engager réellement en mettant des ressources nécessaires pour que nous puissions utiliser, mettre en œuvre les connaissances qui sont déjà connues maintenant, les stratégies d'élimination, pour que nous puissions mettre ça en pratique. En toute responsabilité, ça veut dire que nous ne puissions pas prendre tout simplement des engagements en l'air, mais que nous puissions rendre ça vraiment effectif. Par exemple, le PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, vous avez dit que non, vous avez beaucoup plus besoin d'argent pour vous engager aussi dans la lutte contre le sida, mais seulement les élus députés nationaux et sénateurs qui sont parlementaires, qui eux votent le budget, qui sont autorités budgétaires, disent de vous que le PNMLS est budgétivore. Comment réagissez-vous par rapport à cette façon de voir ? Bien, le PNMLS n'est pas budgétivore, d'autant plus que nous n'avons pas un grand personnel. Nous n'avons pas un grand personnel. C'était un programme qui était totalement soutenu par un projet de la Banque mondiale, donc le projet MAP. Qui s'en va déjà ? Non, qui a déjà pris fin depuis 2010. Donc pratiquement au mois d'avril 2011, on n'a plus de financement de la Banque mondiale et on s'est retourné justement vers l'État pour qu'il puisse faire fonctionner cette grande structure de coordination qui se retrouve pas seulement ici à Kinshasa, mais dans tout le chef-lieu de province et aussi dans 17 districts. Au moment où je suis en train de vous parler, vous avez même des coordinations provinciales qui n'ont pas de bâtiments, qui travaillent à domicile. Donc on n'est pas budgétivore et même l'argent ou les ressources que nous recherchons ne sont pas toujours utilisées par nous. C'est parce que nous sommes une structure de coordination, mais il y a des acteurs de terrain qu'il faut soutenir. Il faut qu'on arrive à acheter des ARV pour que les malades du sida puissent en bénéficier. Docteur, je vous garde encore, mais bon, on parle toujours du sida comme pour dire qu'en marge de la journée de lutte contre le sida, les Quinois se sont exprimés sur le mode le plus efficace pour lutter contre le VIH-Sida et aussi sur le dépistage volontaire. Sylvie Fortuné Mboula et Damien Maoungou.
Plus d'engagement et plus de responsabilité pour un Congo sans sida est le thème retenu pour cette année. Avec 3 modes de prévention le plus connus, la fidélité, l'abstinence et le préservatif, les Kinois se sont prononcés à ces sujets. Je demande aux jeunes filles d'utiliser le préservatif pour se protéger contre le sida. Moi, je n'aime pas le préservatif. Je suis fidèle à mon épouse. Moi, j'utilise les préservatifs car sans cela, je ne saurais pas vivre. Si les avis des uns et des autres sont partagés sur le mode préventif, les dépistages volontaires pour connaître son état sérologique est un autre problème. Je me suis marié, je suis fidèle à mon épouse et je crois qu'elle aussi est fidèle à moi. Bon, je ne vois pas pourquoi je dois me faire dépister parce que je ne vais pas ailleurs. Voilà. Oui, pas d'une façon directe, mais d'une façon indirecte, à travers mon épouse, que chaque fois, avant l'accouchement, il y avait un test dans ce sens-là. Je l'ai déjà fait avant le mariage. On me l'avait demandé, je l'ai fait. Et depuis là... Et pendant le mariage, c'est juste un contrôle. Pas. Mais moi, tel que je me connais, c'est une idéale, puisque je suis fidèle à mon épouse. Bon, je ne sais pas dans quel contexte je peux attraper cette maladie. Prudence est mère des sûretés, dit-on. Il faut s'en préserver car le sida est une réalité et tue à petit feu. Docteur, vous venez de suivre les réactions des Kinois à propos de la lutte contre le VIH-Sida et notamment aussi par rapport au dépistage volontaire. Et vous-même, vous avez senti à peu près. Mais bon, est-ce possible d'avoir un Congo sans sida, c'est-à-dire dépourvu de la maladie du sida? Nous aurons un Congo sans nouvelle infection du VIH. C'est-à-dire que les personnes qui sont infectées aujourd'hui vont les rester. Mais des nouveaux cas d'infection, nous devons tout faire pour que nous ne puissions plus avoir d'autres candidats qui vont s'infecter avec le VIH. Et le dépistage, tel qu'on vient de suivre dans le reportage, le dépistage volontaire est une charnière, une stratégie charnière de la prévention, entre la prévention et la prise en charge. Et c'est-à-dire que pour qu'une personne puisse vraiment fondamentalement modifier son comportement, il doit savoir son état sérologique. S'il avait des comportements à risque, il prend conscience à ce moment-là pour ne pas tomber dans la catégorie des personnes infectées. Mais docteur, on a aussi parlé de cette histoire de ARV. Quand la loi était en examen et puis finalement votée en 2008 au niveau du Parlement, il avait été fait état que la République démocratique du Congo regorge de plusieurs richesses. Pourquoi ne pas, par exemple, faire fabriquer les antirétroviraux sur notre propre sol plutôt que d'importer toujours? Je crois que la question a été posée au chef de l'État lors du sommet de Malawi, qui s'est tenu il y a moins de 2 mois, en ce qui concerne l'effritement, la réduction des ressources au niveau international. Et le chef de l'État a répondu en faisant 3 propositions pour les pays de la SADC. La première proposition est que les États puissent lever des taxes pour trouver des ressources et financer la lutte contre le sida. Deuxièmement, il faut renforcer la coordination. Mais il a terminé par dire que nous devons aussi, il a proposé aussi qu'on puisse produire des ARV localement. Et le pays a une expérience de la production des ARV. En 2006, Pharmakina, 2005-2006, Pharmakina avait produit déjà des ARV qui étaient consommés localement et aussi même dans les pays voisins. Mais seulement, actuellement, le seul acheteur des ARV, fournisseurs des ARV en RDC sont des étrangers. On achète avec des ressources extérieures. Et pour acheter avec les ARV avec ces fonds, il faut que
les fabricants des ARV puissent répondre à certains critères, notamment avoir une préqualification de l'OMS. Et ça coûte énormément cher, que nos firmes ne sont pas capables de pouvoir faire face à cela pour être concurrentielles. Et là, je pense qu'avec le thème retenu cette année, c'est-à-dire plus d'engagement et plus de responsabilité, les autorités devront... On peut acheter avec notre propre argent. Oui. D'autant plus que ce sont des produits de qualité, les pays peuvent acheter leur production locale. D'accord. Alors, entre-temps, le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malou, s'est entretenu hier, dimanche 1er décembre 2013, avec Hervé Latsous, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Les deux personnalités ont évoqué la question liée à la feuille de route 2013 et 2016 pour les élections en République démocratique du Congo. Nadia Kouliamfouka. Entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, et les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, il a été question de la feuille de route des prochaines élections en RDC. Les présidents de la CENI, l'abbé Apollinaire Malou, pensent que l'apport de la communauté internationale sera d'une grande importance pour garantir les succès de ce processus. On ne peut que demander au secrétaire général adjoint des Nations Unies de continuer à être notre porte-parole là-bas auprès des différentes agences et organismes au sein de la communauté internationale, parce qu'évidemment les retombées positives que l'on voit, ce n'est qu'un départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Donc il y a encore un grand chemin à faire dans la consolidation de la paix, un grand chemin à faire aussi dans la consolidation de notre système électoral et de notre cycle électoral, dont nous sommes en train déjà de consulter les acteurs sur la feuille de route. Hervé Latsous a quant à lui réitéré l'engagement de la communauté internationale d'appuyer et poursuivre les processus en cours. Feuille de route qui est une feuille de route ambitieuse, une feuille de route pour autant majeure, puisqu'il s'agit de parachever la consolidation de l'état de droit démocratique dans ce pays. Des progrès ont accompli, d'autres progrès sont nécessaires, mais il est évident que la communauté internationale ne s'est pas investie tout au long de ces longues années dans votre pays pour ne pas poursuivre, je crois, tout l'appui possible pour ce processus. Il faut dire que toutes les batteries sont mises en marche quant à la préparation des prochaines échéances électorales, telles que l'avait souhaité le chef de l'État Joseph Kabila lors de son discours devant les congrès. Et l'opération d'accréditation de mandataires des différents partis politiques agréés en République démocratique du Congo se poursuit au deuxième niveau de l'immeuble ex-Kin Mazière à la Gombe. Depuis que cette opération a été enclenchée par la Commission électorale nationale indépendante le lundi 26 dernier, l'on a déjà enregistré 168 partis politiques sur le 446 qui existent. Le ministère du Plan a organisé le week-end dernier la réunion du comité de pilotage du dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État. Parmi les participants, l'on a noté la présence du coordonnateur du mécanisme national de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba Tchishimbi. Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzoï. Organisé le samedi 30 novembre 2013 par le ministère du Plan au salon Virunga de l'hôtel Memling de Kinshasa, la réunion du comité de pilotage du dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État a été clôturée par Sadok Bingadza, vice-ministre au Plan. Devant plusieurs partenaires et participants, l'on a noté la présence de François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord de paix d'Addis Abeba. Dans son mot de clôture, Sadok Bingadza, vice-ministre du Plan, a circonscrit cette réunion. Invité à cette rencontre, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, a présenté l'accord cadre en quelques lignes. La crise récente, née de l'agression qui a instrumentalisé la rébellion du M23, a cependant donné l'opportunité à la République démocratique du Congo, à la région et au reste de la communauté internationale
de s'attaquer et de résoudre les causes profondes de l'instabilité récurrente qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, ceci comme mécanisme devant permettre d'instaurer durablement la paix, la stabilité et par conséquent le développement non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi dans l'ensemble de la région. C'est dans ce contexte que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signé à Addis Abeba le 24 février 2013 par la République démocratique du Congo d'une part, 10 autres États de la région d'autre part, mais aussi au nom des Nations Unies par le secrétaire général, au nom de la Commission de l'Union africaine par sa présidente, au nom de la SADC, mais également de la CIRGL par leurs présidents en exercice respectif. Signalons par ailleurs que la RDC a adhéré au partenariat de Busan en décembre 2011 lors du 4e forum de haut niveau tenu en Corée du Sud. Dans une dépêche publiée aujourd'hui lundi, le Comité international de la Croix-Rouge RDC interpelle l'opinion publique nationale et internationale sur la situation humanitaire précaire dans l'autre territoire de l'Est du pays, hormis le Rutshuru. Selon Alessandria Menegon du CICR RDC, les populations font face à de sérieux problèmes liés aux violences, ainsi qu'au manque d'accès aux soins, à l'eau potable et la nourriture. Nous allons y revenir demain avec force de détail. La route Bikali, nous sommes au quartier 1 dans la commune de Ndjili en dégradation très avancée. Cette route est restée impraticable depuis 2 ans. Les habitants de cette partie de la capitale Kinshasa lancent un cri d'alarme à l'intention du gouvernement pour sa réhabilitation. Le constat a été effectué sur le terrain par Lydia Elambo, Natacha Bomongo et David Poutou. 2 années se sont écoulées depuis que les usagers de la route ont constaté la détérioration de la chaussée au niveau du quartier 1 dans la commune d'Ndjili. Des trous béants et des lacs artificiels qui se sont formés sont à la base des destructions des engins automoteurs qui empruntent cette voie. Par ailleurs, cette route, jadis, favorisait le trafic de marchandises vers le Bas-Congo en passant par Ndjili Brasserie. Le même tronçon amène jusqu'aux des différentes fermes et chutes touristiques telles que Lac de Mavallée, Joli Site, etc., etc. Voilà pourquoi la population de cette partie de la capitale interpelle le pouvoir public. C'est vraiment difficile depuis que les travaux ont commencé. Nous souffrons. C'est comme si la révolution de la modernité n'a pas pris corps à la Tchongo. Nous demandons au gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, d'y jeter un clin d'œil à notre problème. Parce que tout ça surtout vraiment gouverneur de la ville André Kimbuta sur le terrain. Le gouvernement congolais a l'obligation de réhabiliter le plus vite possible cette voie compte tenu de son importance capitale pour la ville de Kinshasa, surtout qu'elle amène à 2 endroits de grands intérêts publics. Prenons à présent les images de la 6e journée de la 19e édition de la Ligue nationale de football, division 1, avec Patrick Borel-Moukindi. Lentement mais sûrement, la phase allée de la Ligue nationale de football, division 1, tire vers la fin. Dans le 2 groupes A et B, les grands ne font pas des cadeaux aux petits. À l'image de la 6e journée où les grosses écuries ont tapé dur à l'instar des Immaculés des DC Motema Pembe qui ont atomisé l'Océ Mungano du Sud-Kivu sur un score de 6 buts à 1. De leur côté, le vert et noir des Kinshasa ont neutralisé Rojolou sur un score de 2-1. Les cheminots du Katanga, eux, sont allés mater Makiso de Kisangani à domicile. Score du match 2-1 en faveur de Lupopo. Sachant que ce sont les 2 premiers qui joueront le demi-finale, chaque formation se prépare sérieusement pour figurer parmi les 4 finalistes de la 19e édition. Dans le groupe A, avec ces 2 matchs en retard, le Corbeau de TP Mazembe partage la première place avec Lupopo 12 points, suivi de Nika 9 points.
Tandis que dans le groupe B, l'Asvel Club règne toujours en maître avec 18 points, talonné par Sanga Balende 13 points et DC Motema Pembe 12 points. Pour la dernière journée de la phase aller prévue en la semaine du 6, 7 et 8 décembre, MK recevra Mazembe, Lupopo Matra et Lima, Dauphin Noir en découdra avec Don Bosco. Nika ira défier Makiso à Kisangani, Lubumbashi Sport accueillera l'Écunois du Shark 11 FC. Mungano tentera de se relancer à domicile face à Rojolou. Et les deux grands de Kinshasa, à savoir V-Club et DSMP, feront un déplacement périlleux au Kassai pour affronter Sanga Balende et Tchikunku. Alors, complétons l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signée par Polydor Ngaziani. L'actualité rapportée par les journaux démarre la semaine sur la note des incidents enregistrés le 30 novembre dernier par le parti lumumbiste à l'occasion de la cérémonie de remise et reprise entre l'ancienne secrétaire permanente et son successeur. Le sang a coulé au siège à Matete, annonce en manchette le phare et la prospérité qui reviennent sur les échauffourées qu'il y a eu d'une part entre les sportifs habillés en t-shirt du Palou dont on dit recrutés pour venir imposer l'installation du nouveau secrétaire général Willy Makiasi et les combattants trouvés sur place et d'autre part entre ces deux groupes et la police. Dans la soirée, écrit le phare, une source a laissé entendre sans précision qu'il y aurait environ une trentaine de blessés légers et quelques 4 morts. La prospérité de son côté avance un bilan provisoire d'un mort et plusieurs blessés après avoir relevé que la violence dans laquelle s'est faite la prise de pouvoir au sein du parti n'est jamais survenue à l'interne dans l'histoire du Palou. Quant au quotidien La Manchette, il parle de 11 morts causés par la police et une cinquantaine de blessés et plusieurs disparus. Par ailleurs, ajoute-t-il, plus de 500 militants ont été arrêtés. Selon les témoins sur place, poursuit-il, après que la police ait terminé le carnage et le nettoyage, alors qu'il y avait encore le sang partout dans la cour, la bande à Willy Makiasi est venue s'installer au siège du parti pour crier victoire. Ce qui lui fait dire que Gizenga a installé Willy Makiasi sur le sang des militants. Pour sa part, indique ce même journal, Laure Marie Kawanda a décidé de quitter le Palou, choqué et traumatisé par la tuerie des militants. L'observateur s'est intéressé au périple du chef de l'État à l'est de la République. Le quotidien fait remarquer que Kabila a été accueilli en triomphe à Goma le 30 novembre 2013 par la population qui a prévu des revendications à lui présenter selon l'AFP. Parmi ces revendications, la réhabilitation de la voirie et le renforcement de la sécurité dans la ville. Entre-temps, constate le guide au sujet du gouvernement de cohésion nationale, c'est toujours l'attente. Une attente qui s'allonge car, écrit-il, personne ne sait dire à quel niveau se situe le problème. Les jours du gouvernement réputé démissionnaire se rallongent. Pour certains, la formation du dit gouvernement n'est pas pour maintenant, vu que le budget doit être défendu par l'ancienne équipe. Le libre débat revient sur la journée mondiale de lutte contre le sida pour rappeler les propos de l'ONU-SIDA qui rassure que pour la première fois, le monde peut envisager la fin de l'épidémie. Le nombre de nouvelles infections au VIH et le nombre de décès est en baisse par rapport aux années précédentes. Les décès liés au sida ont chuté presque d'un tiers depuis 2005 en Afrique et les nouvelles infections au VIH ont baissé d'un tiers aussi depuis 2001. Mais en RDC... Alors, nous allons terminer avec un petit mot de la fin par rapport au docteur. Avez-vous à dire aux populations qui nous suivent? Elles sont nombreuses. Pour la population, je crois que le message est clair. Les moyens de prévention sont connus. Il faut éviter l'abstinence et l'utilisation des préservatifs. J'interpelle aussi le monde des médias pour que vous puissiez faire un programme qui permet à ce que régulièrement vous puissiez continuer à sensibiliser la population de façon que ces bonnes pratiques-là qui protègent contre le sida ne soient pas oubliées. Ton acte. Mesdames et messieurs, merci. Et nous remercions aussi à Dr Bernard Bossi qui a répondu à notre invitation. Avec lui, nous avions parlé du sida, cette maladie qui endeuille plusieurs familles, pour laquelle nous devons tous nous engager pour lutter. Et à vous qui nous avez suivis, merci et restez branchés sur nos programmes et au revoir.
programme vous a été offert par Airtel Money.